juin dernier, le grand chancelier de l'Université catholique d'Afrique centrale adresse un courrier au révérend père Martin Birba, doyen de la faculté des sciences sociales et de gestion. Dans son courrier, Monseigneur Victor Tonyeba-Code s'interroge sur la forte présence des ressortissants de l'Ouest Cameroun dans l'effectif estudiantin et enseignant de l'Université catholique. Il n'en fallait pas plus pour susciter une levée générale de boucliers. Les ressortissants de l'Ouest Cameroun, auxquels se sont joints d'autres communautés, criant au tribalisme à ciel ouvert. Nous nous sommes donc souvenus qu'en 1989, le professeur Mokoko Priso avait commis un livre sur la question intitulé « Tribalisme et problème national en Afrique noire, le cas du Cameroun ». Il a accepté d'être l'invité de cette nouvelle édition de Recto Verso sur Vox Africa et nous tenterons avec lui d'examiner la question du tribalisme dans sa profondeur et surtout dans son double aspect d'hydre et de calamité nationale. Il sera, comme tous les dimanches, confronté dans une vingtaine de minutes à deux contradicteurs sur le second plateau qui apporteront eux aussi leur contribution au débat de ce soir. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi Vox Africa. Bienvenue à cette nouvelle édition de Recto Verso. Professeur Mokoko Priso, bonsoir. Bonsoir. Je le disais en introduisant l'émission, votre livre qui porte sur le tribalisme en Afrique noire, cas spécifique du Cameroun, a été publié en 1989. Ça commence à remonter. Un peu plus de 20 ans. Qu'est-ce qui, à cette époque déjà, vous avait semblé motivateur pour commettre un tel ouvrage? Oui, alors vers 84, 85 et 86, il y a eu une espèce d'éruption. Beaucoup de choses ont été écrites, mais surtout, nous avons eu le sentiment, à l'époque nous étions clandestins, et l'UPC, et nous avons eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de pas bien qui se passait. D'abord, il y a un auteur qui a publié un livre de l'UPC à l'UC, où il disait que bon, seule sa tribu, son ethnie s'était battue, les autres regardaient, bon, et que l'indépendance était sa chose. Après, il y a eu l'épisode de la nomination de deux évêques à Douala, aux côtés de Monseigneur Togné, je crois, qui était archevêque. Archevêque, effectivement. Et parmi les deux évêques nommés, il y avait un qui était de l'Ouest et un qui était de la Sanaga maritime. Alors là-dessus, il y a eu une levée de bouclier, comme vous disiez. Les prêtres de l'archidiocèse de Douala ont écrit au Vatican pour s'élever contre la nomination de Simo, je crois qu'il s'appelait Monseigneur Simo, et que ceci faisait partie d'un plan de bamilékisation de la hiérarchie de l'Église catholique au Cameroun. Bon. Donc déjà à cette époque, les prêtres de l'Église catholique s'insurgeaient. Absolument. Voilà. Et que ce plan de bamilékisation, en fait, avait pour objectif de préparer la prise du pouvoir. Voilà. Parce que ces gens-là, ayant déjà le pouvoir économique, s'ils ont le pouvoir religieux, il ne restera qu'à accueillir le fruit. Précisons pour nos téléspectateurs qui nous regardent hors des frontières du Cameroun que les Bamileke, c'est le peuple qui se trouve dans la partie ouest du Cameroun. Oui, les hauts plateaux de l'ouest, voilà. En gros. Mais ils sont partout dans le pays, comme tout Camerounais. Comme tout Camerounais, effectivement. Bon. Donc tout le monde est partout. Tous ces éléments-là ont contribué à... Oui, alors après, il y a eu un enseignant d'université, que je ne nommerai pas, peut-être qu'il viendra tout à l'heure, je ne sais pas, qui a écrit un livre intitulé « L'idée sociale chez Paul Biya ». Mais avant ça, il a tenu une conférence à l'université de Yaoundé où il disait clairement que les Bamileke ont un plan de faisceau, n'est-ce pas, pour s'emparer du pouvoir dans le pays. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. Mais vous n'étant pas Bamileke, pourquoi ça vous a touché? Je ne sais pas si je ne suis pas Bamileke. Bon, maintenant, parce que peut-être qu'en remontant à 10 générations, on peut retrouver des traces, j'en sais rien. Ça m'a choqué parce qu'à l'époque, nous étions l'UPC clandestine, la seule qui existait d'ailleurs. Et nous avons considéré que laisser le tribalisme se développer, ce n'était pas conforme à ce que Oumniobé nous avait enseigné. En préface à ce livre, ou en introduction, j'ai d'ailleurs rappelé un texte de Oumniobé dans une lettre écrite à André Marimbida. Il lui disait que le tribalisme, ça n'a pas de valeur en politique. Alors, aujourd'hui... Donc nous pensions que nous devions intervenir. 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans d'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que la donne a changé? Est-ce que vous avez l'impression que le climat est moins délétère que ça l'était en 89? Franchement, non. Mon sentiment est d'ailleurs, je disais ça à quelqu'un il y a peut-être une semaine, que les gens ont l'impression que le pouvoir est pour apprendre bientôt. Et donc, chacun essaye de positionner ses forces, qu'elles soient
ethnique, qu'elle soit, etc., etc. C'est le sentiment que j'ai. Bon, naturellement, je peux me tromper, comme tout le monde, mais il y a quelque chose qui tourne par rond. Comment vous percevez le tribalisme aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en 2012, dans un pays comme le Cameroun, comment vous le ressentez? Comment vous le percevez? Oh, à plusieurs niveaux. Bon, d'abord, je dois dire que moi, quand je parle de tribalisme, j'entends chauvinisme ethnique. Voilà. C'est le chauvinisme. Ce n'est pas le fait de parler sa langue qui est du tribalisme, n'est-ce pas, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on range dans le vocable tribaliste et que moi, je n'y range pas. Mais quand ça atteint le stade du chauvinisme, c'est-à-dire que ma tribu est la meilleure, elle est la plus forte, elle est celle qui fait tout, les autres, c'est des paresseux, etc., etc. Là, ça prend une allure qui ne marche plus. Dans le système scolaire, tout le monde le sait, mais personne ne le dit, parce qu'on a peut-être peur de se faire trouer la peau. Moi, je n'en ai rien à faire. Il y a des notes, comme on dit, tribalement attribuées. Ça existe. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Non, mais je considère, déjà en 89, quand ce livre a été écrit, le sentiment existait, plus que le sentiment, qu'à l'université, il y a une bataille rangée, n'est-ce pas, ou des batailles rangées pour le contrôle de la formation des cadres. Oui. Oui. Et les clans bourgeois ethniques, chaque clan faisait ce qu'il pouvait quand il pouvait quelque chose pour que les gens de son ethnie soient ceux qui passent. Parce que plus tard, on se dit, de toute façon, pour le pouvoir, nous serons bien placés. Donc ça existe, ça n'est pas né d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je m'étonne en partie que ça semble poser un problème. Sauf si on envisage l'hypothèse que le pouvoir est bientôt à prendre, et donc maintenant les choses s'exacerbent, et tout le monde dit, attention, il ne faut pas faire ça. Hein, il ne faut pas qu'on perde le pouvoir, il ne faut pas cesser cela. Il y a des écoles où on s'arrange pour que le tiers supérieur qui passera en second cycle soit ethnique. Tout le monde le sait, ça. En tout cas, les gens qui sont... Moi, je ne le savais pas, je l'apprends. Oui. Il y a des écoles de formation, de cadres où on dit, tout le monde fait les 3 premières années, bon, et après, les gens peuvent sortir, sauf le tiers supérieur. Et le tiers supérieur, n'y entre pas qui veut. Voilà. Il y en a quelques-unes dans le pays, ça se sait, ça. Essayons d'élargir un peu. Votre livre parlait du tribalisme en Afrique noire. Il est vrai que vous êtes appesanti sur le cas spécifique du Cameroun, mais est-ce que dans d'autres pays, notamment, prenons simplement le cas de la sous-région Afrique centrale, par exemple, je parle de la grande Afrique centrale avec la région des Grands Lacs comprise, est-ce que vous avez l'impression que là-bas aussi, il y a des relents de tribalisme, il y a des relents de chauvinisme ethnique, comme vous l'avez appelé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais, écoutez, bon, c'est vieux, mais c'est quand même encore actuel. L'assassinat de Patrice Lumumba, etc., il y avait déjà des gens d'autres tribus qui disaient... Cet assassinat avait été attribué aux colons à l'époque. Oui, mais non, mais je veux dire, il y a eu des divisions et des mouvements plus ou moins ethniques. Je me souviens de Joseph Mbouyi, qui a été tué au Kasaï par les partisans de Kalonji, parce que ce n'était pas quelqu'un de la région comme il fallait. Bon, donc dans la plupart des pays africains, vous vous souvenez du Rwanda quand même, oui, bien sûr. Du Burundi aussi. Et précisément en 88, quand j'écrivais le livre, j'avais dit actuellement, c'est écrit là-dedans, actuellement il y a un calme trompeur au Burundi et au Rwanda, mais il ne faut pas s'y fier. Ça risque de redémarrer à tout moment. Et ça c'est écrit en 88. La suite des événements vous a donné raison. Bon, j'aurais préféré avoir tort, mais... Aujourd'hui, quand on est dans un système politique dit démocratique où on parle de consensus social, quel peut être l'impact du tribalisme ou du chauvinisme ethnique, je l'appelle selon votre propre terminologie, quel peut être aussi l'impact de ce chauvinisme ethnique sur la vie politique et la vie sociale du pays? Je pense, moi, que le chauvinisme ethnique ne peut pas conduire à une société de consensus. En réalité, ce qui se passe, je crois, c'est que la situation néocoloniale là, de nos pays, parce que de temps en temps, il faut dire les mots, utiliser les mots qu'il faut. Cette situation néocoloniale fait que nos classes dominantes, la bourgeoisie néocoloniale, elle fonctionne par clan. Elle fonctionne par clan ethnique. C'est-à-dire qu'il y a le clan Béti de la bourgeoisie, il y a le clan Sawa de la bourgeoisie, il y a le clan Bamileke, etc. Il y a des clans partout. Alors, ces clans-là, leur mode de fonctionnement, le mode opératoire, c'est le clientélisme. Parce qu'ils n'ont pas la capacité toujours, n'est-ce pas, de s'entendre, de faire en sorte que le choix des dirigeants et tout se fasse de manière démocratique. Alors, chacun utilise sa clientèle ethnique pour négocier des places, chacun de ses clans. Et du coup, on assiste à ceci que il est impossible qu'il y ait un consensus parce que moi, pour que mon ethnie
se rangent derrière moi, je suis amené à lui dire, c'est les autres qui ne nous aiment pas. Le président nous aime beaucoup, mais c'est les autres là qui ne nous aiment pas. Donc nécessairement, j'introduis quelque chose qui ne peut pas conduire à un consensus. Oui, c'est ce qui se passe là, on voit très bien. Je me souviens à l'époque, à l'université de Yaoundé, quand les étudiants décidaient de faire une grève, la grève commence demain, il y avait toujours des réunions dans la nuit qui suivait où les gens de chaque clan ethnique bourgeois appelaient les ressortissants et disaient « Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous faites quoi? Hein? Vous ne voyez pas que ces gens-là vous trompent? Ils vont faire une réunion la nuit contre votre mouvement, là, vous allez voir. » Donc, le lendemain matin, il n'y avait plus personne pour faire la grève des étudiants, pour le restaurant universitaire, pour les bourses, pour ceci et cela. On divisait comme ça la masse des étudiants. Alors, au Cameroun, c'est une question qui blesse, c'est une question qui fâche même. Mais moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous parliez déjà des relents contre les Bamileke en 1904, dans les années 80. On a tout récemment, avec les révélations de Wikileaks, appris qu'un certain membre du gouvernement avait déclaré à l'ex-ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Janet Garvey, que les gens des ressortissants de l'Ouest, des Bamileke notamment, ne prendront jamais le pouvoir au Cameroun. Et là, on a l'intervention de Monseigneur Bakode. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, il y a un problème Bamileke? Le troisième chapitre de mon livre, c'est le problème Bamileke. Oui. Y en a-t-il un? À propos du problème Bamileke, dans ce livre-là, il y a, je sais pas, 50 pages là-dessus, où j'essaye de procéder à une analyse qui ne se veut pas subjective. Par exemple, on dit les Bamileke se vont partout pour envahir le pays. Bon, moi, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les gens du Honkam, du Ndé, etc., ont commencé à immigrer vers le Mungo? La société Bamileke est construite d'une certaine façon, du moins à cette époque. Je ne sais pas comment elle est aujourd'hui, mais à cette époque, le chef dispose de la terre. Ensuite, quand le papa il meurt, l'héritier, le successeur hérite de tout. C'était comme ça. Les autres ont quoi? Les autres n'ont pas de solution que de s'en aller et d'aller se débrouiller. Donc il y a une cause objective en quelque sorte. À l'expansion Bamileke. Oui, il y a une cause objective. Inversement, alors il y a des auteurs Bamileke qui disent non, nous on émigre parce qu'on est dynamique, notre tribu est la plus dynamique du pays et les gens qui sont intelligents devraient accepter le dynamisme. Mais vous allez à Manfé, vous voyez les Banyangui en proportion, ils émigrent plus que les Bamileke. En proportion. Alors, mais comme ils sont moins nombreux. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, professeur. Est-ce qu'aujourd'hui, au Cameroun, de votre point de vue, il y a un problème Bamileke? Je ne sais pas ce qu'on appelle problème Bamileke. Bon, je pose la question de façon triviale. Est-ce que les Bamileke dérangent au Cameroun aujourd'hui, comme on dit? C'est possible qu'il y ait un sentiment diffus dans la population. Oui, effectivement. Parce que de toute façon, partout où vous vous singularisez, vous dérangez quelque peu. C'est possible qu'il y ait ça. Mais les gens ont l'impression qu'ils sont partout. Mais moi, je dis que c'est une impression. Quand on doit procéder à une analyse un peu objective, scientifique, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors, mais est-ce que vous pensez également, parce que dans l'architecture, dans l'imagerie populaire au Cameroun, on pense qu'il y a des choses qui sont dévolues à certaines ethnies, les Bata ont leurs caractéristiques précises, les Douala ont les leurs, les Bamileke, les Beti. Est-ce que vous pensez pas que le fait de stigmatiser les gens en fonction de leur région d'origine peut contribuer justement à l'exacerbation de cette... Oui, mais il y a des concours officiels où on demande qu'on marque la région d'origine. C'est officiel. Oui. Bon, mais je vais vous raconter une brève anecdote. J'étais encore en France, j'étais dans un club avec des copains, on faisait du footing tous les dimanches. Et un dimanche, j'arrive au parc où on courait, et un de mes copains arrive, il dit « Moukoko, je vais te poser une question. » Il me dit « Tu es Bamileke ?» Bon, je ne sais pas, instinctivement, j'ai compris très bien où il voulait en venir rapidement. Et je lui ai dit « Oui ». Et il a dit « Ça marche ». Et puis j'ai éclaté de rire. Et qu'est-ce qui marchait? Alors justement, je lui demande « Qu'est-ce qui marche ?» Il dit « Hier soir, nous étions invités chez des amis qui rentrent du Cameroun. » Dans l'enseignement, qui enseignait. Et ils ont dit, si tu vois un Camerounais qui pige quelque chose, ne te pose pas de questions. C'est un Bamileke. Absolument. Bon. Après, je suis revenu ici, et j'ai entendu dire que les mathématiques, c'est pour les Bamileke. Alors, j'ai dit un jour à un de mes amis, un copain avec qui on a entré en 6e ensemble, jusqu'au baccalauréat, je lui ai dit, mais écoute, il semble que les mathématiques, c'est pour les Bamileke. Et il a eu un haut record, il a dit, mais quand nous étions au collège, les Nguéa, Lotin, toi et d'autres, est-ce que vous étiez des Bamileke? J'ai dit, non, c'est ce que j'entends dire. J'entends dire. Bon, les gens disent beaucoup de choses. Donc, quand on dit telle tribu est faite pour ça, telle tribu est faite pour ça, il y a une part d'ignorance, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que si on avait une expérience assez large, on saurait que les gens qui sont, je ne sais pas comment dire, doués, travailleurs et tout, vous en trouvez dans toutes les ethnies. Comme vous trouvez les paresseux dans toutes les ethnies.
manifestement. Alors, comment se fait-il qu'on finisse par pointer du doigt que c'est ceux qui travaillent, les autres ne travaillent pas? Je suis souvent dans les bus de Bafoussam à Douala quand je dois venir là. Mais même les jeunes, quand ils discutent entre eux, pour eux, les Sawa, c'est des feignants. C'est des feignants. Les gens le disent clairement. Voilà. C'est une culture qui a été répandue, n'est-ce pas, par des gens qui ont intérêt à ce que ça se passe, parce que, de cette manière-là, on dresse le paysan de Batié et celui de Souza. Qu'est-ce qu'ils ont l'un contre l'autre? Est-ce qu'ils se disputent quelque chose? Non. Mais on fait croire qu'ils sont opposés, il y a des problèmes, etc., etc. Alors, qui a intérêt à faire croire ce genre de choses? Aujourd'hui, par exemple, le pays, le Cameroun, comme plusieurs pays en Afrique, pratique allègrement au vu et au su de tout le monde la politique de l'équilibre régional, où on pense que où on présente l'État comme étant un gâteau où chaque région, chaque localité devrait avoir sa petite part à travers un représentant qui serait dans la mangeoire. Justement, est-ce que c'est un représentant? Quand ils mangent, est-ce qu'ils donnent leur part aux paysans? Puisqu'on se rend compte que généralement dans les périodes électorales, les campagnes électorales, c'est les originaires de ces régions qui sont envoyés vers les leurs pour battre campagne. Mais oui, parce qu'on joue sur le fait que cet originaire va venir parler dans la langue du pays que tout le monde appelle patois, je ne sais pas pourquoi. Mais on joue là-dessus et par conséquent, c'est ce que j'appelais au départ le clientélisme. Mais dans une telle structuration, professeur Moukoko, oui, est-ce que finalement on n'adoube pas le tribalisme? Est-ce que finalement on le valide pas? Si, il est évident que le système actuel valide le tribalisme. Pour moi, c'est clair. Oui. Le système actuel valide le tribalisme. Et vous demandez qui a intérêt. Les gens qui ont intérêt, c'est les divers clans bourgeois. Oui. Parce qu'ils montent les masses populaires de la tribu ou de l'ethnie contre les masses populaires des autres qu'ils n'ont jamais rencontrées, que ces gens n'ont jamais rencontrées. Une fois qu'ils sont montés, les gens s'opposent et ça reste comme ça et ça leur sert. Je vous ai donné l'exemple des étudiants. Oui. Les étudiants ne pouvaient pas mener un mouvement sans que la nuit, il y ait des réunions avant pour dire est-ce que toi tu peux faire confiance à un Bassa? Les Bassa, c'est toujours la machette. Est-ce que tu peux faire confiance à un Bamileke? Les Bamileke, ils font des réunions doubles. Est-ce que les Sawa, c'est des feignants? Ils dansent, ils chantent, ils disent Ayombande. Voilà ce qu'on fait croire aux gens. Et moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est que la jeunesse, plus ou moins, joue un peu ce jeu. Parce que la pression idéologique est très forte. Les gens ne se rendent pas compte que, en réalité, ce n'est pas eux qui sont gagnants dans cette histoire-là. Alors, on est parti. Mais le système est gagnant. On est parti pour une société où ce n'est pas demain qu'on va arrêter le principe d'équilibre régional. Ce n'est pas demain que dans les fiches de concours, on ne demandera pas aux gens de quelle région d'origine ils sont. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Alors, vers quoi on est en train d'aller? Moi, je pense qu'on peut mettre fin à ce système. Comment? D'abord, il faut tenir compte d'un fait. La représentation dite régionale, en réalité, elle n'est pas régionale. Elle n'est pas régionale, parce que ce n'est pas la région qui envoie son fils. C'est le système qui choisit quelqu'un dans la région pour ses propres objectifs. Bon, donc il n'y a pas, moi je ne considère pas qu'il y ait une répartition. Quand on nomme un Bamileke ministre, quelqu'un qui a un nom à consonance Bamileke ou qui l'est réellement, ce n'est pas les Bamileke qui se sont réunis pour dire prenez celui-là. Même quand je pousse. Ce serait ça l'idéal pour vous, que les Bamileke se réunissent et désignent l'un des leurs pour les représenter? Non, ce ne serait pas l'idéal. L'idéal mais ça serait différent du système actuel. L'idéal serait quoi? L'idéal serait qu'il y ait un système démocratique où les gens se regroupent autrement que par les tribus, n'est-ce pas? Autrement, mais sur la base des idées, et que ces idées fortes, n'est-ce pas, qui nécessairement seront des idées anti-tribalistes, nécessairement, et ces idées-là dominent. Quand elles dominent, à ce moment-là, on peut nommer les gens relativement sans tenir compte de leur origine. Par contre, je dis aussi dans le livre que il ne faut pas non plus vouloir aller trop vite par rapport à la conscience réelle de la société. C'est-à-dire, il y a des gens qui jouent au malin et qui disent, même si tous les ministres sont de la même région, on s'en fout. Ce n'est pas vrai. Ils racontent ça. D'accord. Oui. Par contre, on préférerait que les 11 lions indomptables soient Bassa, Bamileke ou n'importe quoi, ou Fulfulde. Ça, oui. Parce que ça fait juste rêver. Ce n'est pas le pouvoir qui est en jeu. Mais quand le pouvoir est en jeu, les gens ne sont pas mûrs actuellement. Je dis que le Cameroun n'est pas mûr pour que tous les ministres soient de la même région. Merci, professeur Moukoko. On va retrouver dans quelques minutes vos deux contradicteurs sur le second plateau et également ont suivi cette première partie d'échange avec vous et apporteront leur contribution à notre débat. Madame, monsieur, on se retrouve dans la partie verso de l'émission. C'est juste après la petite pause. À tout de suite.
Retour sur le plateau de Vérité Verso, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission, c'est le cours de laquelle le professeur Mokoko Prison, notre invité, va recevoir donc ces deux contradicteurs. Mais avant, professeur, bienvenue sur ce second plateau. Je vous remercie. Je voulais juste préciser, quand vous disiez tout à l'heure dans la première partie que les gens sont identifiés en fonction de leur région d'origine, les Bamileke font les doubles réunions, les Bassa sont colériques et belliqueux, les Bétis sont jouisseurs. On dit qu'ils sont comme ça. Oui. Non, surtout, et les Sawa crient Ayombande. Voilà, les Sawa sont un peu flemmards sur les bords. C'est tout ce que ça fait. Dans l'absolu, quand on observe, ce n'est pas totalement faux. Vous savez, il faut se méfier des demi-vérités. Parce que les demi-vérités, c'est des demi-mensonges. Et en général, ça conduit vers des situations qui deviennent rapidement incontrôlables. D'accord. Donc moi, je me méfie des demi-vérités. Bon, il est possible que ma formation de matheux, il soit pour quelque chose, mais je ne suis pas très chaud avec les demi-vérités. D'accord. J'ai introduit votre premier contradicteur, le professeur Sinjun Pokam. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci infiniment d'être sur notre plateau. Merci aussi de rencontrer mon grand frère. Ah, vous connaissez? Puis il est en terminale quand je suis entré en 6e. Oula, au lycée Leclerc. Pour nous, nous les admirions. On était très peu au lycée. Hein. C'est le lycée de Blanc, le lycée Leclerc. Aujourd'hui, vous êtes collègue? Disons comme ça. Mais il reste mon grand frère. Mais Mathieu surtout, parce que... Et puis là, nous, on ne connaît pas ce que vous êtes en train de dire. Je ne connaissais pas sa tribu, moi. Enfin, je veux dire, c'était des grands matheux. Lui, il a choisi les mathématiques et vous avez choisi la philosophie. C'est plus tard, ça. C'est plus tard. Enfin, je suis en 6e, mais vous faites... j'ai fait d'abord C, hein, avant de basculer vers A. Ouais, mais non, je veux dire qu'on vous désignait en fonction de vos capacités en mathématiques, en physique. Et chacun de mes amis, oui. Je sais que Kosunu, et Mathieu, Adala, les musiciens, historiens. Moi, j'étais bien enfoncé. C'est comme ça qu'on nous désigne, quoi, en fonction des capacités que tu manifestes en classe et tout. On ne dit pas, tu t'aides très bien, on ne connaît pas ça. Vous avez sans doute suivi la sortie très, très médiatisée, finalement, de Monseigneur Bakod. Vous avez suivi les échanges qu'on a eu avec le professeur Mokoko Prison dans la première partie de l'émission. Je vous laisse en la compagnie de votre grand frère, donc, pour les 15 prochaines minutes. Oui, mais j'ai suivi ça comme tout le monde. C'est une construction idéologique, tout ça, quand la question de passion technique, hein, qu'on a transformé, les passions patriotiques, animées, les pères fondateurs de ce pays, vision et tout ça. C'est pas que les tribunes n'existent pas comme réalité historique, mais ils géraient ça autrement. Moi, quand on apprend ces choses-là aujourd'hui, c'est une bourgeoisie incapable de construire, d'avoir une vision du monde. Et Fanon l'a lu. Hein. Fanon a dit que notre bourgeoisie comprador, comme il dit, néocoloniale, dans l'impossibilité où elle est de construire des institutions viables, elle est économiquement faible, mais elle va s'appuyer sur les techniques. Il va exacerber les passions techniques, qui sont à la limite de passions meurtrières. Il faut faire très attention. Parce que dans la construction historique, Marx n'a pas saisi ça. La dimension ethnique de l'histoire, parce que, bon, il fallait construire la nation très rapidement là en Occident, mais vous voyez que quand on ne fait pas très attention à ces choses-là, eh bien, elle peut devenir extrêmement meurtrière. Quand Diop a introduit ça, il nous dit de faire très attention à ça. Il a dit, hein, avant que les fondements de l'Union soviétique, l'éclatement de la Yougoslavie, avant le Rwanda, très avant, dont la bourgeoisie est en train de jouer avec le feu. C'est pour ça qu'il faut les arrêter rapidement. Et quand ça s'installe dans l'église, le grand frère a dit quand même qu'il y a eu des prêtres en 87. Il décrit là une situation extraordinaire, une séquence de notre histoire, hein, qui est très importante parce que l'église va se mêler, et se mêler d'ailleurs toujours contre la nation. Vous savez, c'est une tradition dans l'église catholique d'être contre ce qui peut promouvoir la nation camerounaise, du traité des communistes, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a construit. Nos parents même ne connaissaient pas ces choses-là. Ils allaient partout.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de susceptibilité aussi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun, c'est incontestable, à plus de 250 ethnies, et c'est généralement présenté comme l'Afrique en miniature, et on s'en vante, on estime que c'est ce qui fait la force du Cameroun par rapport aux autres pays africains. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas devenu un peu paranoïa, un peu susceptible, que dès qu'il y a évocation de l'ethnie, on parle de tribalisme? Ils disent même ça, que le Cameroun, l'Afrique en miniature, mais ils n'y croient pas. Mais si vous prenez par exemple l'hymne national du Cameroun, ceux qui ont construit cet hymne-là en 28, ils te disent de l'Afrique soit fidèle enfant. Donc vous voyez comment ils relativisent cette notion du Cameroun qui serait complètement différent par rapport aux autres. Et vous n'y croyez pas, vous? C'est pas que je ne crois pas. Mais si vous limitez le Cameroun déjà dans les frontières fabriquées depuis Berlin, mon ami, vous avez des Haoussa ici qui sont au Nigeria, vous avez des Bami qui sont des Tika. Si vous faites une histoire objective, ceux qui ont écrit l'hymne national, ils avaient raison. Sans qu'il faille transcender ce qu'on appelle les réalités ethniques. Voilà. L'UPC le dit. Quand tu lis les textes fondateurs des gens, des pères fondateurs de l'UPC, ils vous disent c'est une réalité historique. Il faut respecter cela. Mais pas transformer ça en guerre contre les autres, en les désignant comme je ne sais pas quoi, ils sont travailleurs, les autres sont pareils. Ça, c'est des clichés. Il faut faire très attention. Je t'ai dit, nous admirions des grands faits comme ça, je ne savais pas de quelle tribu était. Des grands faits Nguéa. C'est plus tard que je vais savoir. Est-ce que le professeur Sindjoun Poukam n'exagère pas un peu? Est-ce qu'il n'est pas un peu apocalyptique dans son raisonnement? Non, je vais dire un mot. S'il vous plaît. Je vais vous surprendre. Dans les années, en 97, le président de l'UPC de l'époque, Ndine Toumaza, il me téléphone. J'avais été élu secrétaire national de l'organisation. Il me dit, camarade Moukoko, je dis, président, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu sais que c'est depuis 15 jours que je sais que tu n'es pas un vrai Douala. Ouais. N'est-ce pas? Bon, je lui dis, oui, président, moi je suis du Mungo, je ne suis pas un vrai Douala. Bon, ça c'est pour dire que les origines ethniques des gens. Moi, quand j'étais au collège ou au lycée, parmi mes meilleurs copains, il y avait des Sawa, des Bamileke, etc. Et ils le sont restés jusqu'aujourd'hui. Ils sont restés des amis à moi jusqu'aujourd'hui. On ne s'occupait pas de cette histoire-là. Alors, une des idées que j'essaie d'exposer dans ce livre est la suivante. Les classes dominantes là chez nous, la bourgeoisie néocoloniale, est faiblarde. Il a dit tout à l'heure. Elle est faiblarde. Face à l'impérialisme étranger, elle ne peut pas grand-chose. Elle ne peut pas, et en plus, elle ne s'enrichit pas avant de prendre le pouvoir, comme ce qui s'est passé en Europe. En Europe, la bourgeoisie domine d'abord l'économie avant de prendre le pouvoir politique. Ça ne peut pas se passer chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Chez nous, on leur donne un État. Ils n'ont pas l'économie en main. L'économie est aux mains des Américains, des Canadiens, des Français, des Allemands, etc. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste l'appareil d'État et elle joue à contrôler cet appareil. Pour contrôler cet appareil, il lui faut jouer sur le clientélisme ethnique. Parce qu'en plus, ils ont imposé le parti unique. Donc, plusieurs partis, même de la bourgeoisie, ne se battent pas. Non. La comédie qui se passe là depuis 20 ans non plus, ce n'est pas du multipartisme, ça. Oui, mais dans le c'est pour dire que Sindjoun, on a l'impression quand même qu'il a un tableau un peu plus apocalyptique. Non, il n'est pas apocalyptique. Il n'est pas apocalyptique, mais regardez ce qui se passe dans le monde. Regardons le monde réel tel qu'il est. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui dans le monde réel? La Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne, et ils ont compris que morcelé là. La France ou n'importe quel autre pays, c'est rien du tout dans le monde aujourd'hui. Le Brésil, voilà ce qui compte. Absolument. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? Alors que les autres vont vers l'unité continentale. Ils forment des pays qui sont pratiquement un continent. L'Australie. Nous, on dit non. La tribu, le village. Oui, il y a des associations d'étudiants du village. Je n'ai pas rencontré une association d'étudiants bamileke, mais j'ai rencontré aussi bien à l'ESSEC, où j'ai donné des cours, qu'ailleurs, les étudiants de Badankop. Les étudiants de Bafangwa. Qu'est-ce que ça signifie exactement dans le monde d'aujourd'hui? Oui, mais professeur Sindjoun Poukam, est-ce que vous n'avez pas l'impression que si on se dirige vers l'unité continentale que préconise le professeur Mokoko Priso, on va exacerber ces problèmes absolument qui sont aujourd'hui? Non, on ne va pas les exacerber. Absolument Au pas. contraire. On a déjà les égoïsmes des États aujourd'hui qui sont difficilement... Mais c'est les égoïsmes des bourgeoisies, justement. Ces États... Écoutez, excuse-moi, Sindjoun, en 1986, les chefs d'État de l'UDA avait demandé à Foualé Ambroise, qui était à l'époque secrétaire exécutif de l'UDA, de produire un rapport expliquant pourquoi l'UDA est bloqué.
Fallait a réduit son staff, ils ont produit un rapport. Et une des conclusions majeures, c'était que l'UDR est bloqué à cause de l'absence d'unification politique. Et de la, comment on appelle ça? Le fait que chaque pays veut conserver mordicus sa prétendue souveraineté. Une souveraineté qui t'amène à ne même pas pouvoir payer tes fonctionnaires 12 mois sur 12. Mais c'est de ça que je parle. C'est peut-être à cette échelle-là qu'on va arriver si on se dirige vers l'unité continentale. Non, pas du tout. Je vous assure que on n'a pas de choix. Il faut fabriquer les enfants à transcender très rapidement. Bien sûr. Très rapidement. Ça n'est très rapidement ce qu'on appelle le cadre national. Ils n'auront d'abord pas cette souveraineté immense effrontément, puisque quelle est la souveraineté d'un État comme la France? Je parle de la France parce que nous y sommes attachés pour des raisons isolées. Elle n'en a plus. C'est déplacé à Bruxelles. Sur le plan monétaire, ils sont condamnés à le faire. Et un Camerounais, qui est contemporain du grand frère, Xinjiang Puemi, il avait dit que monsieur, il disait même à l'Europe, vous devez construire l'union monétaire, il ne l'avait même pas. Et doubler immédiatement de l'union politique, sinon vous allez vous casser la gueule. Il écrit ça en 1980. Et ça s'applique à l'Afrique aussi. Et il dit en même temps, si vous ne réformez pas les systèmes mondiaux aujourd'hui, vous allez déboucher sur la guerre de monnaie. On y est. Vous allez avoir la régression sur le plan, n'est-ce pas, de vie des gens. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a dessiné, ce que les grands ancêtres fondateurs de ce pays, c'est-à-dire l'UPC, nous a indiqué. Il faut dire quand même qu'en 1947, Oumniobé et Cheikh Anta Diop pensaient déjà à l'État fédéral noir. Donc on n'a pas à perdre le temps pour dire à une bourgeoisie qui suscite des querelles extrêmement inutiles dans l'église. C'est de la diversion. Ce qui se passe, c'est de la diversion. Et cette diversion a un objectif. C'est-à-dire que c'est un chemin où la bourgeoisie est condamnée à cause de sa faiblesse originelle et économique. À cause de cette faiblesse, elle ne peut faire que du clientélisme. Et par conséquent, c'est une politique et c'est un groupe de gens qui nous mène vers une impasse. On va vers une impasse là. Si, parce que vous aurez... Alors attention, parce qu'une guerre comme celle qui a eu lieu au Rwanda, si elle éclate au Cameroun, ce n'est pas 1 million de gens qui vont mourir. Non. Oui, parce qu'il y aura des alliances ethniques. Au Rwanda, ils étaient deux, face à face. Ici, là, quand le jeu des alliances va commencer à jouer, tel avec tel contre tel, etc., vous allez voir, c'est 5 millions de gens qu'on va égorger. Donc, du coup, pour vous... Donc, il faut que cette politique-là cesse. Pour vous, Monseigneur Tony Bakot est à côté de la plaque. Absolument. Donc, je ne suis pas sûr que l'Église fonctionne comme ça. On vous a dit quand même que Monseigneur était déjà dans le cadre, dans une mouvance, à Douala en 87, donc, sur ces fameux textes qui s'appellent Éclairage des autochtones. Tenez-vous bien. Nous, on n'avait jamais connu ce qu'on appelle les autochtones. Pourtant, c'est dans la loi fondamentale du Cameroun. Je vais vous dire comment ça se passe. C'est une construction. Quand le président de la République, Paul Biya, entre en compétition, en conflit radical avec son illustre prédécesseur, le président de la République va commettre un comité. Un comité pour réfléchir sur le destin de RDPC, non, de UNC à l'époque. Et c'est alors qu'on va introduire, n'est-ce pas, la notion d'allogène, d'autochtone, minorité, dans ce fameux texte-là. On est en 83-84. Il est composé de Sengako, Joseph Aouna, Ndumba, Charles Ngango, et Pouma, et Mengeme. C'était un comité qui rédige un rapport de 13 pages, qui va cheminer jusqu'à déboucher sur la Constitution de 1996, dont vous parlez. Où on va consacrer des notions telles que allogène, autochtone. Nous, on n'a pas connu ça. Quand je dis c'est mon grand frère, je l'identifie aux mathématiciens que je connais. Donc, du coup, on va te dire, et ça va faire descendre les gens dans la rue. Dans la rue, il a fallu avoir une guerre là-bas entre les Sawa et les Bami, machin comme ça là-bas, ou entre les Bétis et les Bami. Dites-moi simplement, si nous faisons un recul, 100 ans en arrière, vous avez déjà vu les Bassa et les Bami entrer en guerre contre les autres, ou je ne sais pas moi, ou les Bami contre les Bétis, ça n'existe pas dans notre histoire. Alors, pour répondre à votre Donc, question... c'est une construction idéologique par une classe extrêmement paresseuse. Par rapport à ce que Sinjun dit, vous avez dit il est complètement à côté de la plaque, l'archevêque. Il a dit oui. Alors, moi, je formule la réponse à cette question différemment. Tout le monde sait que les concours au Cameroun actuellement
c'est largement bidon. Je ne dis pas que c'est totalement bidon, mais c'est largement bidon. J'ai parlé avec une jeune étudiante de l'école polytechnique à Yaoundé. Ça va à l'école, oui, c'est une fille à un ami. Ça va, oui, ça va, bon, et encore. Et encore, bon, ce qui gêne un peu, c'est que il y a des gens qui entrent par magie là-bas. Non, c'est la réalité. Comment ça par magie? Elle me dit, mais on est 300 par promotion. Si quelqu'un est dans les 100 premiers à l'entrée, c'est que c'est quelqu'un qui, en principe, est au-dessus du lot. Mais quand on le retrouve à la fin du premier semestre, parmi les 50 derniers, on se pose des questions. Comment il est arrivé là? Bon, donc, les concours et beaucoup de machins comme ça, des concours d'entrée dans des écoles, on sait très bien comment ça se passe. Alors, pour parler comme que les Camerounais. Donc, son tort, c'est de n'avoir pas, en fait, d'avoir, pour ainsi dire, escamoté ce problème général des concours d'entrée qui se pose peut-être à l'université catholique, qui se pose peut-être, pour le formuler en termes de c'est les Bamileke qui sont les plus nombreux, ou les Sebanyangi, c'est les Bakoueli, etc. Alors qu'il sait très bien comment ça se passe. Il ne peut pas ne pas le savoir. Il nous reste juste 2 minutes. Oui, Professeur Sindjoun, j'ai envie de vous poser la question. Oui. Si on part sur le principe, la société de l'idéal que décrivait le professeur Mkoko plus tout à l'heure, c'était celle où on partirait sur un principe simple de méritocratie, c'est-à-dire qu'on prendrait les meilleurs. Mais n'avez-vous pas l'impression qu'aujourd'hui, que si on arrive à cette, je dirais, extrémité, où on ne choisit que les meilleurs, il y a des tribus, des ethnies qui ne seront jamais représentées? Je vais vous répondre tout de suite. Il va falloir corriger des déséquilibres qu'eux-mêmes ils ont créés. Ils ont créé. On vous dit que quelqu'un peut entrer premier dans une école, qu'on fait concours régulièrement, et être dernier à la sortie. Ça veut dire quoi? Non seulement on ne fabrique pas une élite capable d'affronter le monde aujourd'hui. Capable. Le crime de cette bourgeoisie africaine, c'est de fabriquer des gens qui sont incapables de faire la compétition mondiale. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que les enfants sont parfaitement conscients. Dans nos écoles, nous sommes des enseignants, nous le savons très bien. Qu'il faut faire très attention. Ils ont corrigé tellement de déséquilibres qu'il va falloir corriger. Et j'ajouterais mais pas en pénalisant les gens. Donner des bourses, faire des cours, faire des rattrapages pour mettre les enfants au niveau. Faute de quoi, nous allons, et de toute façon pour venir à la guerre du Cameroun qui prépare. On ne peut pas émerger avec ce qu'on fabrique là maintenant comme élite. Non. On ne peut pas émerger. Non. Dans 20 ans, moi je serai peut-être plus là, mais vous aurez des débats où vous verrez qu'on n'a pas émergé. Avec les élites qu'on forme là maintenant. Parce que ce pas des gens qui sont formés dans la résolution des problèmes. Dans la résolution des problèmes, c'est-à-dire dans le sens le plus large du terme. Deuxièmement, je dis que ce qui se passe, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que l'archevêque ne dit pas que le concours d'entrée n'est pas bien fait, n'est pas fait correctement? Parce que ça fait partie de cette organisation globale qui veut que les divers clans ethniques, chaque clan veut placer les siens, qu'ils soient à la hauteur de la situation ou pas. Donc il ne peut pas aborder le problème comme ça. Il aborde exactement comme l'aborderait n'importe quel clan de la bourgeoisie, c'est-à-dire c'est l'autre bourgeoisie qui nous embête, qui l'assimile à la tribu. Voilà. Merci. Et c'est ça qui n'est pas bien. Merci, messieurs. Merci infiniment. Professeur Sindjoun Pokom, ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. C'est moi, tout le plaisir a été pour moi de rencontrer mon grand frère. Et en même temps de te rencontrer aussi. Au moins, ça n'aura. Que tu es ça ici. Merci. Merci, professeur. Madame, monsieur, on retrouve le deuxième contradicteur du professeur Mkoko Plizo dans quelques instants. On marque une petite pause et on se retrouve après la pause. Retour donc dans cette deuxième partie de Recto Verso sur Vox Africa. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Mkoko Plizo sur la question du tribalisme en Afrique noire, le cas spécifique du Cameroun. J'ai pu entendre le professeur tout à l'heure dans l'échange avec le professeur Sindjoun que pour vous, l'objectif d'émergence 2035, c'est un peu du foutage de gueule. Je dis qu'il ne peut pas être atteint à moins qu'on ne change le système de fabrication de nos élites. Oui, il faut qu'on le change. D'accord. Actuellement, les gens ne sont pas formés pour résoudre des problèmes. Les gens sont formés pour gagner de l'argent. Voilà. L'argent devient la valeur suprême. Et quand elle devient la valeur suprême dans une société, ce n'est pas une société qui va s'occuper de sciences et de techniques. Et sans sciences et techniques, on ne peut pas prétendre à l'émergence. Revenons à la Corée. Pourquoi la Corée a émergé, la Corée du Sud? En 60, la Corée est au même niveau que le Cameroun. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont mis la priorité sur la formation. Mais une vraie. Ce n'est pas notre formation avec les 7 forts, les 6 forts, les 4 forts qui sont reçus, etc. Ce n'est pas ça. Vous êtes un universitaire, donc je suppose que vous savez très bien de quoi vous parlez. Mais, le spécialiste de la Corée en question, c'est le professeur Monondiana Hubert. Professeur, s'il vous plaît. Ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Bonsoir, professeur. Mais comme on dit, l'eau va tuer à la rivière. Je suis donc venu. Et dans le cas spécifique, nous sommes venus.
Merci, professeur, d'être sur ce plateau. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. Vous étiez la dernière fois comme invité principal. Aujourd'hui, vous êtes dans le rôle du contradicteur. Le plaisir est renouvelé. Je suppose que vous avez suivi les échanges avec le professeur Mkoko dans la première partie et avec le professeur Sinjun Pokam également. Oui. Je voudrais juste vous accueillir avec un extrait de ce fameux courrier de Monseigneur Tonien Bakot qui dit... À valeur égale sur le plan intellectuel, il faudrait penser, le courrier s'adresse au doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université catholique d'Afrique centrale, à valeur égale sur le plan intellectuel, il faudrait penser aussi à recruter des enseignants venant d'autres régions et si possible respecter les quotas de telle manière que l'Ouest ne soit plus majoritaire en enseignants associés et en enseignants permanents. De façon brutale, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème à Bamileke? Mais je crois que Monseigneur Tonien Bakot a parfaitement raison, parce que nous sommes dans un pays plein de contradictions. Et quand vous assumez un rôle régulatoire, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre d'aucune sorte. Et c'est ça qu'on appelle construire un consensus. Vous ne pouvez pas diriger une institution sans chercher à débrayer quand c'est embrayé, et à maintenir l'équilibre. Il faut être constamment actif et constamment vigilant parce que les gens sont portés par des passions parfois subalternes dans la gestion des choses modernes. Et l'homme garde toujours son fond humain, un peu subjectif. Il n'est pas une machine. En ce moment-là, l'administrateur général, principal, a le droit d'attirer l'attention sur la gestion du déséquilibre, et ceci en permanence. C'est comme quelqu'un qui tient un guidon d'un vélo. Il faut jouer du mécanisme pour maintenir l'équilibre. C'est dans ce sens que je dis que Monseigneur a raison d'attirer l'attention quand il y a quelque chose d'anormal. Vous trouvez qu'il y a trop de Bamileke à l'Université catholique, vous aussi? Je n'ai pas été me promener là-bas, je n'enseigne pas là-bas, donc je m'en tiens aux observations de Bakot, que s'il est bien informé, il a raison d'attirer l'attention des dirigeants. Le professeur Monondiana pense que c'est... Je voudrais dire un mot. Je vous en prie, allez-y. Oui, je voudrais dire un mot. Précisément, l'expression à valeur égale sur le plan intellectuel. Quand on veut recruter des enseignants. Moi, je pense qu'on peut toujours trouver des critères pour discriminer. Et que les valeurs ne sont jamais égales. Les valeurs sont égales dans le Cameroun d'aujourd'hui où on dit « montre ton diplôme, il montre. Montre ton diplôme, il montre. » On dit « c'est tous le certificat d'études. » Donc, on ne sait plus quoi faire. Mais si on mène, par exemple, un entretien avec une commission de recrutement, il est possible de distinguer deux candidats qui apparemment ont des valeurs égales sur le plan intellectuel. Leur motivation à enseigner, etc. On peut trouver des critères pour savoir que c'est celui-là qu'on va prendre et pas celui-ci. Mais deuxièmement, je voudrais aussi dire que ce principe, je le rappelle un peu à la fin du livre, là. Dans une société inégalitaire, si vous appliquez les mêmes règles à tout le monde, vous maintenez les inégalités. C'est clair. Dans une société qui est inégalitaire, si vous appliquez les mêmes règles à tout le monde, vous maintenez les inégalités. Est-ce que finalement vous ne rejoignez pas le professeur Monondiana qui parle de déséquilibre à cet instant? Dans une certaine mesure, oui, bien sûr. Mais j'introduis la nuance qui est que d'abord le critère évoqué par l'archevêque ne marche pas. Il faudrait trouver moyen de discriminer les gens qui apparemment ont les mêmes valeurs intellectuelles, les mêmes capacités intellectuelles. Parce qu'il y a d'autres critères. Quand on veut recruter un enseignant, il ne suffit pas qu'il présente le diplôme qu'il a eu à la faculté. On doit voir aussi, il veut enseigner, pourquoi il veut enseigner, quelles sont ses motivations, etc., etc., etc. Voilà. Mais donc il y a moyen de discriminer. Je crois que Monseigneur travaille sur les principes. Mais même du point de vue du principe, ça pose un problème. C'est d'éviter un déséquilibre de quelque nature qu'il soit. Oui. Bon, là, c'est un déséquilibre d'ordre sociologique. Bon, il a de même si on trouve que beaucoup d'argent va dans le carburant, il peut aussi attirer l'attention. Attention, j'ai constaté que dans les dépenses, vous privilégiez le carburant. Bon, donc, pour moi... mais Hubert, tu es bien placé pour savoir, il existe des collèges que je ne nommerai pas, catholiques, n'est-ce pas? Pas forcément à Yaoundé, où il y a tout de même une masse d'enseignants provenant d'une ou deux régions bien précises. C'est pas bien. Largement majoritaire. Dans le principe. Oui. C'est à revoir. Ça existe, ça. Les gens le savent, mais c'est toujours pareil. On ne veut jamais en parler. Et le gros problème du tribalisme, c'est que, en fait,
les tribalistes ne veulent pas qu'on parle du tribalisme ouvertement. Mais moi, ce qui me gêne dans la démarche que vous préconisez, professeur Mkokopizo, et également dans celle du professeur Mondiana, c'est que vous semblez suggérer qu'il faille délibérément éliminer certains candidats, pourtant méritants, sous prétexte non, c'est le contraire que j'ai dit. C'est le contraire que j'ai dit. Imaginons que Monon Diana et moi soient candidats pour enseigner à l'université Vox Africa. Oui. Vous êtes chargé du recrutement. Oui. Je dis simplement qu'il ne faut pas vous contenter de soi-disant les capacités intellectuelles qu'on exposera. Vous devez trouver des critères objectifs. Je dis bien objectifs. C'est-à-dire que Monon Diana peut être plus motivé que moi pour enseigner. Il peut être plus motivé que moi pour faire de la recherche. Il peut être plus motivé que moi, etc., etc. Vous pouvez même l'interroger sur le tribalisme, justement. Est-ce qu'il va mettre des notes ethniquement ciblées? Est-ce qu'il va faire du harcèlement sur les jeunes filles? Vous pouvez très bien donc trouver des critères pour discriminer les gens et qui ne sont pas l'origine ethnique ni de Monon Diana ni de Mokoko. Et le professeur Monon Diana lui suggère effectivement que quand on a déjà recruté 3 enseignants d'une même région, il faudrait peut-être penser à en recruter un 4e d'une autre région. Cet exemple, c'est différent parce que nous sommes en train de gérer les contradictions. Oui. Dans un pays, il y a toujours des contradictions qu'il faut dépasser. Il faut les dépasser par une certaine science, n'est-ce pas? Donc cette science-là, c'est la science de l'équilibre. Vous ne pouvez pas viser l'idéal, parce que l'idéal doit être visé, absolument, au risque de produire des explosions sociales. Voilà où l'idéal purement intellectuel peut entraîner des conséquences sociales. Alors, le gestionnaire intelligent, il dit, c'est bien l'idéal, mais si ça doit m'apporter des explosions, je vais d'abord peut-être décaler l'idéal et maintenir la tranquillité et la paix sociale. Je prends un exemple concret, professeur Monon Diana, pour que les téléspectateurs nous comprennent bien. Vous êtes chargé d'un concours, vous avez 100 candidats et vous avez 10 places à pourvoir. Vous déterminez la moyenne d'admission, je dis n'importe quoi, à 15 de moyenne. Et les 10 premières personnes qui ont 15 de moyenne sont originaires, je dis n'importe quoi, de mon petit village Longats, dans la Sanaga maritime. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la mort dans l'âme, je privilégie la paix sociale. Parce que, quoi que vous fassiez, quelques raisons que vous puissiez évoquer, on va vous incriminer. Et il y aura un mécontentement. Vous savez, dans ce pays, bon, chaque région va avoir, disons, un dignitaire. Et s'il n'y a pas de dignitaire dans cette région, vous allez entendre des récriminations. Alors, et dans ces conditions, qu'est-ce que vous faites? Donc, dans ces conditions-là, les 10 qui sont admis les premiers, vous... Non, moi, en ce moment-là, si la situation est telle qu'il y a explosion, un risque d'explosion, j'évite Comment vous le percevez à ce moment? Comment vous percevez à ce moment qu'il y a risque d'explosion? Nous avons les observateurs. Un pays qui se respecte doit avoir de la prospective avec des observatoires, des faits sociaux. Il y a des observatoires de faits sociaux dans tous les grands pays. Alors, je suis gêné par ce que dit Hubert là, quand il dit chaque région va avoir un dignitaire. Parce que ça exprime ce que je vous disais depuis le début. C'est-à-dire que... C'est humain. Quelqu'un, Monon Diana, qui est Betty, j'imagine, n'est-ce pas, ne peut pas défendre la région du Mungu, d'où je sors, correctement. C'est ça que ça signifie. Si chaque région veut avoir un dignitaire, c'est parce qu'elle considère que quelqu'un qui n'est pas de chez elle ne peut pas la défendre correctement. C'est le fonctionnement clientéliste des clans de la bourgeoisie dont j'ai parlé. Et actuellement, vous savez ce qui nous embête dans le pays là, ce qu'on appelle le problème Bamileke, c'est que le clan Bamileke de la bourgeoisie est plus performant et plus, je dirais, est en avance sur les autres clans. C'est ça qui pose problème. C'est pour ça qu'il y a un problème. Ce n'était pas la bourgeoisie, je ne dis pas le problème dans le pays, mais ça devient par la force des choses un problème du pays, puisque ça nous concerne tous. Mais c'est parce que dans la lutte économique, sociale, etc., au sens capitaliste du terme, le clan bourgeois de Bamileke est en avance sur les autres. Alors les autres se fâchent. C'est tout. C'est ça le fond du problème. Alors si on ne met pas fin à ce fonctionnement clientéliste et clanique, on ne sortira pas de l'impasse. Bon, il y a même au-delà de ça. Au-delà de ça, la réalité montre que nous avons 250 tribus. Mais en fait, nous n'avons que 2 tribus dans ce pays. On n'a que 2 tribus. La tribu de ceux qui ont, quelle que soit la manière dont ils accèdent à l'avoir, et la tribu de ceux qui n'ont pas. Voilà les 2 tribus qui doivent discuter, à vrai dire. Le reste là, c'est des différences. Chaque société
doit admettre ces différences. C'est pour ça qu'il y a le concept de vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on n'est pas différent. Vivre ensemble suppose donc qu'il y ait des différences et qu'on les accepte comme réalité. Accepter les différences, professeur Mouniana, voudrait-il dire que, je prends un exemple, on a l'habitude de voir au Cameroun et dans plusieurs autres pays d'Afrique, à chaque remaniement ministériel, les ressortissants d'une localité dont un des membres, un des fils a été porté à une charge gouvernementale, écrivent une motion de soutien au président de la République pour lui adresser les remerciements les plus sincères. Monsieur, cette plaisanterie, vous n'y croyez pas? Que j'y crois ou pas, ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la différence que vous proposez, professeur Mouniana. Non, le peuple non. Je ne pense pas qu'on puisse accorder de l'importance aux motions de cette nature, en tout cas. Et pour moi... Ça revient à la légitimation de chaque ethnie a besoin d'un dignitaire. Il est normal que des gens éprouvent de la joie quand il y a un succès. Et avoir un baccalauréat, c'est un succès personnel. Avoir un dignitaire nommé, c'est un succès pour ce bonhomme et pour sa famille. C'est pour ça que les gens dansent toute une semaine. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller danser quand il y a un mariage, quand il y a une nomination. Ils sont contents. Non, mais quand votre fils est reçu au baccalauréat, c'est un succès. C'est un succès. Quand on nomme quelqu'un de la tribu ministre, je ne vois pas très bien où est le tribu. Une reconnaissance de quoi? De la tribu ou de l'individu? Une reconnaissance des mérites. De l'individu, pas de la tribu. Des mérites de l'individu. Voilà. Et maintenant, on fait danser toute la tribu. Oui, parce que voilà le problème. Et c'est là qu'il y a le faux. Si vous voulez qu'on aille plus loin, allons-y franchement plus loin. Vous savez que dans la tribu, ce n'est pas n'importe qui comprend, parce qu'il appartient à la tribu. Oui. On va encore introduire un critère d'appartenance dans des sectes ésotériques. Ah. Vous savez, voilà un autre critère de du coup, le critère tribal devient secondaire. On nomme quelqu'un parce qu'il est de la Rose-Croix ou de la Grande Loge. Pour moi, c'est essentiel. C'est le critère le plus essentiel. Ça va l'objet d'un débat. Restons sur l'aspect strictement tribal. C'est la multiplication des tribus artificielles. La tribu est utilisée, elle est instrumentalisée. Je voulais juste relever un fait, professeur Mouniana. Quand on nomme, je prends un exemple, quand on nomme un Betty ministre de, je dis n'importe quoi, de l'éducation nationale, on va trier pour voir le Betty qui répond aux critères. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui se passe, c'est qu'après que le donc il y a déjà une injustice là. J'en sais rien. Oui, si infra-tribal. Parce qu'on voulait choisir celui qui n'a peut-être pas le mérite, mais qui a des appartenances. Ce qui signifie que la tribu est simplement utilisée là-dedans. Et ça, c'est ce qu'on fait tout pour que le peuple ne comprenne pas ça. Qu'on est en train de l'utiliser, n'est-ce pas? Soi-disant, on nous a nommé aussi un des nôtres. Et finalement, certains vont jusqu'à dire, oui, même s'il ne nous donne rien, qu'il soit là-bas et qu'il soit un des nôtres. Donc on joue là-dessus. Alors qu'en réalité, on a voulu régler le problème. Des satisfactions illusoires. Finalement, puisqu'en fait, on ne mange pas chez ce ministre, hein. On ne mange pas chez lui. Exactement. Les gens qui ont applaudi ne vont pas manger chez lui chaque jour. Donc finalement, on arrive à une situation où le critère tribal, ou alors le tribalisme, entre guillemets, n'a plus sa raison d'être. Il n'a pas de raison d'être dans le Cameroun tel qu'il est. Dans le Cameroun d'aujourd'hui, il n'a pas de raison d'être. Professeur Mouniana. Non, j'apprécie beaucoup l'intervention de Pokam tout à l'heure, parce que nous devons aller vers la nation. Quoi qu'on dise. C'est comme une évolution génétique. Toutes les grandes sociétés sont parties des tribus. Ont dépassé les tribus dans une certaine unification, soit monarchique, soit je ne sais pas laquelle. Eh bien, elles sont arrivées au dépassement des tribus et à la constitution d'une unité nationale. Je pense que nous sommes en train d'y aller. Mais qu'on ne nous oblige pas à suivre le rythme accéléré que veut nous apporter la communauté internationale. C'est trop accéléré. Parce que nous avons quand même des traditions de pouvoir. Nous avons des traditions de pouvoir dans notre anthropologie. Le chef durait au pouvoir. Et ailleurs, les gens de la communauté internationale qui nous parlent aujourd'hui ont connu de longues monarchies. C'est pendant les longues monarchies qu'on a bâti le socle, les cathédrales. Le problème, c'est qu'on est dans un village mondialisé, planétaire. Et les châteaux. N'est-ce pas? Et que là, ça va à la vitesse de la mondialisation. Ils ont pris le temps de bâtir le socle avec des pouvoirs forts. Oui. Après ça, ils se sont mis à jouer au pluralisme. On vient brusquement nous demander, nous n'avons pas encore su dépasser nos divisions actuelles, qui sont nos réalités. On nous demande aussi de faire des alternances accélérées comme tout le monde. Attention, c'est là qu'il y a faute, c'est là où nous avons raison. César, quand César arrive en Gaule, et tous les Gaulois avaient des tribus, qu'est-ce qu'il fait? Il accentue les divisions. Oui, Il divise pour mieux régner. Pour mieux régner. Bon.
Des Césars sont arrivés en Afrique. Ils ont trouvé des tribus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Césars-là? Ils ont divisé pour mieux régner. Bon, nous sommes là avec nos tribus qui sont des réalités naturelles. On vient placarder un démocratisme artificiel qui va épouser les contours des tribus. Et ça, ils ont des observatoires anthropologiques là-bas. Ils savent que les démocraties qu'on impose en Afrique vont prendre le contour des tribus et ça va les retarder. Mais là, tu sembles partager l'avis de Chirac. Non. Qui dit, si, en Non, 90, il disait que il a essentialisé. ils ont essentialisé là-bas parce que chaque tribu va avoir besoin de son parti. Il a essentialisé son observation. À savoir que l'incapacité est dans le sang, est dans l'être même du noir. Ce n'est pas ça. Moi, je suis en train d'historiciser. À savoir qu'il y a un moment où la tribu cesse d'exister. J'avais fait un papier autrefois qui s'appelle « L'état nécessaire, la tribu temporaire ». Il nous reste 1 minute. Allez-y. Allez-y, professeur. Oui, pour moi, la tribu est une réalité temporaire. Ce que nous devons faire, c'est de mettre toutes nos ressources sociologiques, anthropologiques, managériales en œuvre pour manœuvrer, pour guider la société qui est multitribale. Il faut le savoir. Jouer sur la multitribalité harmonieusement pour conduire vers l'unification nationale. Pour ça, encore plus en 30 secondes. Non, oui, mon opinion, c'est que la voie pour sortir de l'impasse dans laquelle on nous conduit là, c'est la démocratisation véritable, une vraie. C'est-à-dire que vous... Accélérer ou ralentir comme le gouvernement. Quelle que soit la vitesse, de toute manière, les sociétés en général, elles fonctionnent sur la vitesse qu'elles sécrètent elles-mêmes. Si tu veux l'amener trop vite, trop loin, ça se bloque. Si tu veux retarder, ça se bloque. Et actuellement, on est plutôt en train de retarder, pas d'aller trop vite. Vous avez l'impression que ça se bloque aussi? Mais oui, c'est bloqué. Mais le Cameroun est bloqué. Tout le monde sait que le Cameroun est bloqué. À presque tous les niveaux. Oui, non, là, je suis d'accord avec vous. Avec la voilà. Corée. Bon. En 1950, la Corée était comme nous. Hein. Mais justement... Et ils ont été rasés par la guerre. Il n'y avait pas un endroit où un oiseau pouvait se poser. Alors, nous, on n'avait pas été rasés. Comparons-nous maintenant. Nous, on a été relativement rasés par la guerre aussi, la guerre coloniale, la guerre qui a eu lieu ici. Il nous reste 20 secondes. Donc je disais que le problème que nous avons à résoudre, on ne peut le résoudre que par une démocratisation véritable, de telle manière que les gens se regroupent, non pas par leur origine ethnique, mais par les idées qu'ils défendent. Et ces idées, doivent être des idées sociales, des idées, tout ce que vous voulez, de philosophie, etc. Il faut que vous et moi, qui ne sommes pas de la même origine ethnique, on puisse dire, nous sommes pour le Cameroun où la majorité des gens, les paysans, les jeunes, les Benskin, les ceci, les cela, les Bayam-Selam, tous ces gens-là, nous luttons pour eux. Et ceux qui sont pour les Femen, etc., voilà, ils font ceci. Si on ne va pas dans cette direction, des idéologies minimales au moins, si on bloque la démocratisation, et actuellement le processus de démocratisation est bloqué, il est bloqué. Si on le bloque, nous n'allons pas sortir de là. Alors je termine en disant, nous avons utilisé un peu le mot tribu, là, un peu, bon, tout le temps. Moi, ce terme, je le conteste fortement. Parce qu'il y a encore 10 ans ou 20 ans, le petit Larousse disait qu'une tribu, c'est un ensemble de familles sous l'autorité d'un même chef. Mais aujourd'hui, dans ce sens-là, il n'y a aucune tribu au Cameroun. Mais aujourd'hui, on revient il n'y a aucune. Il n'y a pas de tribu. Donc, il faut prendre un autre terme. Et je dis que ce qu'on appelle tribalisme, très souvent, en fait, c'est la forme spécifique que revêt en Afrique noire ce qu'on appelait ailleurs le problème des nationalités. C'est ça. Ça, c'est une des idées essentielles que je soutiens dans ce livre. La postmodernité revient déjà sur la réalité tribale. C'est-à-dire qu'il faut même créer des petites tribus pour résoudre le problème de l'universalisme. Et ils ont trouvé le refuge dans la création des tribus, c'est-à-dire le local, les réalités locales par rapport au global. Donc, à nous de savoir utiliser nos réalités locales pour construire de vrais consensus. Mais pour ça, il faut un système absolument démocratique. Voilà. Où les gens n'ont pas peur de réfléchir. Les gens ne veulent pas réfléchir. Vous prenez les gens n'importe où, ils ne veulent pas réfléchir. Merci. Quand les profs d'université ne défendent pas leurs étudiants qu'on est en train de mettre en prison, c'est quoi? Pourquoi? Ils ont peur pour leur carrière. Merci messieurs, merci infiniment. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir tous les trois sur ce plateau. Merci professeur Mounou Diana d'être venu une nouvelle fois dans Recto Verso et merci de répondre toujours promptement à nos invitations. Merci également au professeur Sindium Pokam qui était là avant vous. Professeur Nkoko Pluso, merci d'être venu de Douala spécialement pour échanger avec nous sur ce thème. Ça a été un plaisir de vous avoir. On espère que vous répondez toujours aussi promptement à nos prochaines invitations. J'espère que vous organisez un peu plus de conférences
Vous m'inviterez. On va s'y mettre très rapidement. Nous disons un merci particulier à Jean-Baptiste Ketchatin qui a servi d'entremetteur pour la réalisation de ce programme et cette émission est spécialement dédiée à notre confrère Stéphane Tchakam qui nous a quittés lundi dernier. C'était un brillant collègue qui s'en est allé. La presse camerounaise le pleurera pendant de très longues années encore. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Merci, on se retrouvera dimanche prochain avec un nouvel invité et deux nouveaux confrères. D'ici à là, portez-vous bien et merci de rester en compagnie des programmes de Bonne Africa. Bonne soirée à tous.